Bon, aujourd'hui je voudrais parler de psychologie. Pas de psychologie clinique à l'horizon, rassurez-vous, mais d'attitude de pensée. Dresser une cartographie mentale complète de l'individu postmoderne en 20 minutes tient de l'impossible. Donc considérez cette première vidéo comme une introduction générale. Nous aurons tout le temps de revenir en détail dans les prochains épisodes sur chacun des thèmes survolés aujourd'hui. Le postmoderne, c'est d'abord une attitude, celle de l'individu plongé dans le paradigme postmoderne au sens jamesonien du terme, celui de la logique culturelle du capitalisme tardif. Du capitalisme dans son stade le plus pur, le plus parfait, le capitalisme qui s'attaque à la psyché, qui réifie et qui change nos modes relationnels. C'est la mobilité et le refus de l'essence, de la fixation, de la profondeur, jusque dans la psyché des individus. Le postmoderne, c'est ce qui reste quand le capitalisme a infusé jusque dans la pensée des individus, quand toute nature s'en est allée. Du moins, c'est comme ça que ces grands théoriciens classiques le considèrent. J'aurai pour ma part l'occasion de remettre en question prochainement cette origine capitaliste de la psyché postmoderne, mais pour le moment, acceptons cette origine comme base thématique. Avant de nous pencher sur la psyché du postmoderne, je voudrais bien insister sur ce point. Le postmoderne n'existe pas. Pas en tant qu'individu, du moins. L'attitude postmoderne n'est pas une posture idéologique, politique ou partisane, bien qu'elle puisse se traduire dans des comportements donnés dans ces trois cas de figure. On n'est pas postmoderne comme on est progressiste, marxiste, de droite ou de gauche. L'attitude postmoderne est un mode d'existence, de pensée et de comportement qu'adopte bien malgré lui l'individu, plongé dans le paradigme social et culturel que nous traversons. C'est un moyen d'adaptation, de survie. En ceci, nous avons tous, à des degrés différents bien sûr, un peu de postmoderne en nous. La critique de l'esprit postmoderne que je propose ici ne devrait idéalement pas être reçue comme partisane ou orientée, en ce qu'elle ne s'attaque pas à un individu, à une opinion, mais à quelque chose que je qualifierais presque de parasite de la pensée, dont croyez-moi, je ne m'exclus nullement. Cette série de vidéos vise donc avant tout à identifier ces attitudes postmodernes, à prendre conscience des inclinaisons mentales particulières propres à l'ère postmoderne. Identifier ces comportements, c'est admettre la possibilité de s'en dégager, de renouer avec un mode de pensée plus proche d'un ethos originel, qui, comme nous le verrons, nous permettra de dresser une critique de la société moderne, riche et aiguisée, et peut-être même à un certain point de s'en extraire. En m'appuyant sur le travail de Fredric Jameson, j'ai arbitrairement divisé cette introduction en trois parties, qui représentent les trois grands traits les plus visibles de la psyché du postmoderne. Chacun des thèmes évoqués ici fera, dans de prochains épisodes, l'objet de développement et de théorisation expérimentale. Mais pour l'heure, commençons donc à explorer cet esprit contaminé par la logique postmoderne, plongeons dans les sécrétions de cet esprit malade. Le postmoderne se déteste, non pas comme image sociale, mais comme être pensant. Il réussit l'étrange paradoxe de combiner un narcissisme social exacerbé et une fuite implacable de son être. Se fuir, en fuyant toute profondeur. Voilà certainement le premier mouvement de l'esprit du postmoderne. La profondeur risquerait de déstabiliser son être, de le laisser entrevoir les crevasses sombres et inexplorées, tourmentées et mystérieuses, que renferme le gouffre de son être. Pour s'assurer qu'aucune vague ne vienne troubler son idylle de superficialité, il a construit un nouvel espace social, où règne la platitude et la décoloration morbide. Ce nouveau paradigme social exclut toute représentation de l'essence, rechigne à la complexité, à l'ambivalence, à la perturbation profonde, au profit de la surface, ou plus exactement, des surfaces, de la multiplication des surfaces. Cette fuite de la profondeur comme objet se ressent également dans l'éloignement progressif d'avec ce que furent les grands principes et thèmes de la modernité, l'inconscient, l'exploration de l'aliénation, de l'angoisse, de la révolte. Dans le nouvel idylle de la platitude postmoderne, le sujet est mort.
On remplace l'exploration de son aliénation qui fit dans les siècles passés couler tellement d'encre par sa fragmentation horizontale. J'émets ici une hypothèse théorique à partir d'une idée de Jameson. Le 19e et le 20e siècle furent profondément marqués par cette exploration du sujet, notamment sous l'explosion de la psychanalyse et de la psychologie, très populaire chez la bourgeoisie et la grande bourgeoisie européenne. Mais l'exploration du sujet, de ses profondeurs, de ses névroses et de l'origine de son malheur, n'a pas rempli ses promesses d'exorcisme et de suppression de l'angoisse. Alors, l'homme moderne n'avait d'autre choix que de se tourner vers une solution plus radicale encore, la fin de son être. La posture postmoderne est une anesthésie générale. Elle tue le sujet, bloque toute exploration réelle de son être. Mais en tuant le sujet, elle anesthésie aussi toute la souffrance issue de ses pathologies sociales. L'homme moderne est libéré de ses sentiments, de son impuissance, de ses angoisses, de ses contradictions. Ne lui parviennent à la fin plus que les effluves, à peine perceptibles, des hurlements de son intériorité bâillonnée et solidement cadenassée, que nous appelons symptômes, et qu'il prend plaisir à sublimer dans un art plat ou dans des postures politiques et sociales douteuses. En plus de ce royaume de la platitude, sécurisé verticalement de toute irruption de la profondeur psychique, il fallait aussi qu'il s'assure de la construction de digues temporelles, vers l'arrière et vers l'avant. Le passé est un risque mortel pour le postmoderne. Celui-ci est empli de vérité. Celle de la mort d'abord, qu'il ne craint pas, mais qu'il se contente de refuser de concevoir, ce qui est extrêmement différent. De la continuité de l'espèce et des grandes réalisations des hommes du passé ensuite, que son refus de la profondeur ne lui permet plus d'entrevoir, et encore moins de concevoir. Le postmoderne se suiciderait de honte s'il percevait au grand jour sa propre décrépitude anthropologique. Alors, pour que le passé ne vienne pas briser son nouvel idylle, il l'a transformé, en a fait tout autre chose. Il l'a digéré et recraché, le transformant et l'incorporant à son perpétuel présent. Le passé pour le postmoderne est dès lors, dans le meilleur des cas, une accumulation d'images, de dates, de situations, de simulacres. Le passé devient une immense accumulation d'images parfaitement inoffensives, un spectacle poussiéreux, projeté bien sagement et au bon vouloir de l'individu sur la toile du présent. Le passé ne pèse plus rien pour le postmoderne, il n'est plus qu'une projection, il n'est plus physique, matériel et mémoriel, il est pictural, simulé et projeté. Cette fragmentation et cette projection du passé, c'est la digue de l'arrière, celle qui castre la puissance des siècles. Alors on déambule dans les musées, on s'enivre des écrits historiques, pourquoi pas, des idées des grands siècles, des civilisations passées, mais tout cela ne pèse rien, n'impose rien, ne change rien. La digue postmoderne proscrit toute gravité du passé, le passé n'incombe plus, il succombe sous le poids de son propre morcellement. Vient ensuite la seconde digue, celle qui s'occupe du futur. Celle-ci est mue par une certitude fondamentale qui habite la psyché du postmoderne, celle d'appartenir au rang des derniers hommes. L'inhibition des profondeurs de son être et la rupture de la chaîne historico-temporelle ont produit comme effet corollaire pour l'individu de s'envisager, malgré lui, comme un éternel jouisseur du présent. Le temps s'est arrêté pour lui. Mieux, il est à son service, au service de la permanence de son être dans l'éternel présent qu'il s'est construit, protégé de grands murs. De cette certitude découle évidemment un intérêt pour soi au-delà de toute mesure, que nous aurons loisir d'explorer. Mais pour l'instant, retenons simplement que le futur n'existe pas pour lui. Si ce dernier prend forme, c'est au mieux dans la certitude de l'apocalypse qui vient, ce qui ne fait que renforcer le mécanisme de jouissance du présent et l'hypertrophie d'un moi immortel et absolu. Comprenez bien, si le futur n'existe plus, ou s'il est synonyme d'apocalypse généralisée, si le temps est arrêté, ou si tout disparaît bientôt avec lui, alors j'ai le droit de vivre pour moi, et je suis immortel. Concevoir le futur, c'est envisager sa propre finitude, ce qui est insupportable au postmoderne. Donc,
Puisque si le futur existe, je n'existe pas dans un temps donné, le futur doit disparaître, de ma pensée et de celle du monde. L'individu postmoderne préfère tuer le temps, plutôt que d'accepter la fin du sien. Ce perpétuel présent est fortement secondé par le plateau technologique et culturel que nous semblons traverser, qui ne fait que confirmer les conceptions profondes de l'individu. Ce postmoderne qui bute sur le présent finit, par manque d'objet, par s'observer lui-même. Il devient son propre objet. Il s'étudie lui-même. Que l'on me comprenne bien. Rien à voir ici avec un gnoticéotone antique réinventé. Il n'est pas question de s'explorer, encore moins de mener une approche critique sur soi, mais de se mettre en scène. Dans ce perpétuel présent, le postmoderne a fini par être pris d'un ennui mortel. Alors, il s'est mis à chercher ses propres symptômes. Il en trouve de nouveaux, s'en exalte joyeusement et en fait un objet public, le présentant comme une part constituante de son identité sociale et politique, comme nous le disions précédemment. Dans son idylle, à défaut d'ancrage passé, de projection future, privé d'objets réels, il finit par jouir des symptômes de sa décrépitude, par les considérer comme des objets novateurs et exaltants. Il finit par ne plus se définir que par l'effondrement de son être. La rupture de cette chaîne temporelle s'accompagne d'une rupture d'avec le monde réel, qui se concrétise dans ce que Jameson n'hésite pas à qualifier de schizophrénie du postmoderne. Cette schizophrénie se base sur l'interprétation de Lacan, c'est-à-dire un chaos entre signifiant et signifié, une rupture dans la chaîne de signification. Les objets, les sentiments, l'autre, sont parcelés et isolés, transformés en petites fenêtres atomiques se suffisant à elles-mêmes, sans lien temporel et intellectuel avec le monde environnant. L'interprétation règne en maître, un maître absolu et discret, qui laisse loisir aux individus de collectionner ces fenêtres fragmentées et de les interpréter à leur guise. Ce maître n'a qu'une seule véritable exigence. Il n'admet aucune autorité, aucune hiérarchie. Effectivement, lier, c'est comparer. Comparer, c'est hiérarchiser. Hiérarchiser, c'est verticaliser. Verticaliser, c'est briser le paradis plat et morbide de cette multitude de petites plateformes atomiques. La peur panique du postmoderne, c'est le jugement, le retour de la force, de l'essence, de la construction verticale et stable. Il ne supporterait pas le retour de la valeur, du bien et du mal, du beau et du laid, du souhaitable et de l'indésirable. S'il les récuse dans un discours relativiste, c'est simplement car il ne peut plus les concevoir. Le pauvre croit en la pérennité de sa platitude. Mais puisque le monde n'a pas changé pour s'adapter à sa psyché, c'est sa psyché qui s'est adaptée au monde, en divisant tout et tout le monde, pour qu'aucun relief antique ne vienne troubler son idylle. Au niveau de la psyché pure, le postmoderne est traversé par des troubles de la personnalité lorsque l'unification temporelle du passé et du futur avec le présent ne fonctionne plus. Contraint de vivre, initialement malgré lui, puis promptement dans un éternel présent, le postmoderne est réduit à une expérience de signifiant matériel pur, à une succession dans le temps de pure présence sans lien durable entre eux. Il vit dans une fragmentation de capsules de présent, provoquant un aigu sentiment d'irréalité. Les sentiments, les autres, les images, les idées sont de simples artefacts, sans gravité, sans implication. Ce réel irréel et nébuleux se combine avec le désir de toute puissance de l'individu postmoderne, d'où découle la théorie de la matrice que nous développerons bientôt dans un épisode dédié. Le présent écrase le sujet, il l'engloutit. Cet état de fait peut déboucher sur un terrible sentiment d'angoisse ou sur une puissante euphorie. C'est précisément cette euphorie de la surface, du présent, de l'inconséquence, de l'impermanence, du non-changement, de l'absence de souci heideggérien, de la futilité de toute chose, qui est vantée pour défendre la configuration postmoderne par ses adeptes. Mais comme toute euphorie, elle n'est qu'un palliatif. Tôt ou tard, la chair, le temps et la pesanteur rattrapent le postmoderne, lui brisant d'un geste le corps sur le sol froid, lui rappelant par une voie ou par une autre que son idylle de fragmentation et de capsules ne détruit pas la verticalité et l'ambivalence fondamentale du monde, il ne fait que la dissimuler à ses yeux. Certains théoriciens et artistes essaient de sublimer cette euphorie de la multiplicité désynchronisée, cette gigantesque galaxie d'artefacts dérivants, en la rendant attrayante et en faisant un objet esthétique, ou à défaut lumineux, aguicheur et engageant. Comme l'enfant qui s'arrête devant le magasin de télévision, qui passe de l'une à l'autre,
émerveillé par les variations chromatiques, par ce foisonnement d'images, toutes solidement séparées. Mais le postmoderne n'est pas qu'observé, il est vécu, et c'est ici que le bas blesse. L'homme postmoderne s'imagine qu'il contrôle ce grand chaos désorganisé, qu'il en saisit le fonctionnement implicite. Tout est fait pour lui donner l'illusion de contrôle. La technologie numérique moderne est indissociable de cette fragmentation de l'être. Celle-ci, puisqu'elle tient dans nos mains, conforte notre sentiment de contrôle, l'ivresse n'en est que plus forte. Le postmoderne peut ainsi jouir de ce chaos, le contrôler, le remodeler à souhait. Tout son environnement numérique est pensé pour qu'il soit comblé de cette galaxie d'artefacts. L'idée de la technologie moderne, dans ses réseaux incroyablement complexes et nébuleux, est enivrante et hypnotique. Elle permet à l'individu de se figurer qu'il a accès à une vision complète et narrative du nouveau réseau mondial qui gouverne le monde. Ce faisant, lui aussi contrôle le monde, puisqu'il le comprend et jouit de ce réseau. La technologie est la dernière étape de ce processus. C'est celle qui vient remplacer les liens de relations détruits par la fragmentation de l'existence. C'est l'ultime palliatif qui sait se rendre indispensable, qui remplace puis finit par faire oublier les liens qu'elle a détruits. Alors, le monstre technologique grandit à mesure que nos technologies se complexifient, que nos économies s'indépendantisent. Face à lui, nous voulons à tout prix garder nos illusions de contrôle. Alors on se persuade qu'on le saisit, qu'il est notre serviteur, qu'il est le lien qu'il nous faut. Le postmoderne est convaincu de tenir le monde en laisse, il est persuadé d'en saisir l'architecture complexe, que celle-ci est à ses ordres, qu'elle lui veut du bien, qu'elle le sert. Il veut continuer de jouer avec ces petites capsules autonomes, qu'elles soient des hommes, des sentiments ou des idées qu'importe. Le postmoderne est un nouveau-né, jouant dans son landau avec son mobile musical rempli d'une galaxie de petits personnages tournants. Il s'imagine que le monde est à son service. C'est ici qu'apparaît le fœtus mondialisé, dont nous parlerons bientôt. Et pour l'heure, concluons sur cette dernière idée. Toute la psyché du postmoderne est orientée dans un sens et un seul, se préserver. Le postmoderne veut continuer à vivre, continuer de se prélasser dans cette idylle du consentement océanique, pour citer Freud. Je dis vivre, je devrais plutôt dire exister, ou durer, ce qui est radicalement différent. Le postmoderne est un conservateur sur soi et de soi, dont la jouissance, à force de ne plus rencontrer d'entrave, a fini par oublier qu'elle était jouissance. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Si cette introduction vous a plu, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos du Dolmen. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, notamment dans l'amélioration de notre qualité audio et vidéo, nos liens Tipeee et Patreon sont en description, ainsi que mes adresses Ethereum, Bitcoin, Monero et Polygon. Si vous souhaitez d'ores et déjà découvrir les thèmes de la prochaine vidéo du Dolmen, je vous invite à rejoindre le canal Telegram, le lien est en description. Sur ce, à la prochaine.